Donc, je vous ai remis là aussi les programmes, hein, donc aussi bien pour le collège que pour le lycée. Voilà, donc vous avez une présentation générale de l'Union européenne en 3e. Et puis vous avez deux thèmes très proches, hein, en 3e et en 1re. D'ailleurs, je faisais une formation pour les collègues bretons récemment, et les inspecteurs disaient, bah, finalement, ils vont refaire la même chose en 1re que ce qu'ils ont déjà fait en 3e. Bon, ça, je ne sais pas s'ils ont oublié entre deux, mais ils avaient l'air de penser que c'était pas terrible parce que c'était un peu deux fois le même. Hein. Alors, donc, j'ai traité rapidement donc, là, trois thèmes pour finir à l'heure. Donc, reprendre cette idée d'état à géométrie variable, hein, c'est un peu ce que vous avez suggéré à travers certaines de vos questions. Et puis la question donc, du rayonnement régional, qui est vraiment dans le programme, hein, je l'ai mis là, le rayonnement sur le voisinage, vous voyez en 3e, vous avez le rayonnement sur le voisinage. Hein. Et puis vous avez une aire de relation en 1re, la Méditerranée. Et je verrai ça à travers les questions des élargissements et des candidatures d'adhésion. Et puis enfin, plus développé, donc le pôle économique dans la mondialisation. Donc premier point, cette union est à géométrie variable, sachant que le rêve de Bruxelles, en quelque sorte, c'est ça. C'est faire disparaître totalement les frontières, démanteler les obstacles à la libre circulation des marchandises, des individus, des capitaux et donc des personnes. Alors vous avez une carte de synthèse ici, vous pouvez trouver, il y a pas mal de cartes hein, sur l'internet. Donc les 27 membres, bientôt 28. Et puis vous avez l'espace Schengen, donc, qui est l'espace de libre circulation des personnes, du nom d'une petite ville luxembourgeoise, je crois, où a été signé l'accord. Et puis l'intégration de l'Union économique et monétaire avec la zone euro. Certains États donc, sont membres de la zone euro et d'autres pas. Alors l'OTAN, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, mais bon, ça a été rajouté par l'auteur de la carte. Alors si on montre un peu les choses, eh bien, vous avez la zone euro donc en bleu. En vert, c'est les États qui devraient rejoindre un jour la zone euro. Hein. Normalement, c'est programmé. Des États, au contraire, ont obtenu une dérogation pour en être dispensés, alors qu'ils respectent les critères. Hein. Alors il se trouve qu'il y a des micro-États aussi, ça fait la joie des collectionneurs au Monaco, Saint-Marin, le Vatican, qui utilisent aussi, et qui produisent d'ailleurs leurs propres pièces. Et puis, du fait de l'état de guerre ou de l'état d'instabilité politique, vous avez deux États où le dollar a été remplacé par l'euro. Sachant que depuis sa création il y a 11 ans, l'euro s'est apprécié par rapport au dollar. Une monnaie forte, c'est quand même mieux qu'une monnaie faible. Hein, les Allemands sont bien placés pour le dire. Et donc, avant, c'était le dollar, la monnaie mondiale. Dans les pays de l'Est, c'était... Oui. Pourquoi? Vous monnaie forte? Ah bah parce que vous êtes plus riche, simplement. Non, les économistes ne sont pas d'accord, mais mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux être riche que pauvre, donc avoir un peu plus fort pouvoir d'achat, puisqu'on importe beaucoup plus de pétrole et de gaz naturel et de ressources, etc. Et vous avez des pays... Si la monnaie forte était un obstacle aux exportations, l'Allemagne ne serait pas le premier exportateur du monde. Il vaut mieux une monnaie forte qu'une monnaie faible. Enfin, je ne veux pas monter dans le débat. Ce que vous dites est vrai, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que quand même, quand vous avez une monnaie forte, exporter est plus difficile, et quand vous dites avec raison que l'Allemagne est un pays riche avec une monnaie forte qui exporte beaucoup, elle exporte aussi sur le savoir-faire allemand, sur sa supériorité en machine-outil. Vous êtes allemand, vous avez une machine-outil, vous pouvez la vendre 2 fois plus cher qu'un autre, et vous vendrez quand même. Oui, mais donc c'est bien la preuve que la monnaie forte n'est pas rédhibitoire pour exporter. Oui. Ah bon, je ne vais pas me lancer dans le débat. Si les choses étaient simples, tous les économistes seraient d'accord. Toujours est-il simplement, c'est un échec. Quoi. Cet euro, c'est pas une monnaie qui s'est effondrée. Donc voilà, et puis vous avez... voilà, donc je vais montrer la carte concernant l'euro. Et puis vous avez donc l'espace Schengen, on ne voit rien. Hein. Voilà, je passe. Simplement l'espace Schengen... vous avez des États qui ont signé les accords Schengen, mais qui ne sont pas encore en mesure de les appliquer. Parce que pour pouvoir rentrer dans l'espace Schengen, il faut faire la démonstration qu'on est capable de protéger donc, les frontières externes de l'Union européenne contre l'invasion d'immigration illégale, hein, clandestine.
Et donc il y a des aides très fortes de l'Union européenne pour aider ces États. Donc il est prévu normalement que la Roumanie et la Bulgarie entrent dans Schengen en 2014. Là c'est mieux. Voilà, donc on voit l'espace Schengen. Donc, vous voyez, ça a été reporté, puisque sur cette carte, il était évoqué 2011, alors qu'en fait, ça devrait être normalement en 2014. Alors la spécificité de cet espace Schengen, vous le savez, c'est que ça englobe aussi des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et la Suisse, qui a longtemps hésité, est maintenant dans l'espace Schengen. Et puis vous avez aussi des espaces économiques. Donc l'espace de libre-échange en Europe occidentale, c'est l'espace économique européen. Ça, c'est uniquement un espace de libre-échange, dont la Suisse n'est pas membre. Et puis vous avez une ancienne organisation qui est l'Association européenne de libre-échange, qui regroupe la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Vous voyez, c'est vraiment une Europe à géométrie variable, notamment dans le cas de la Suisse, qui est dans Schengen, mais qui n'est pas dans l'espace économique européen. Donc on peut interpréter ça comme on veut. J'ai mis une incomplétude ou alors une souplesse nécessaire à la préservation des prérogatives nationales. Donc ça c'est un premier point, notamment pour la troisième, puisqu'il y a l'idée que cette Europe donc, est variée. Alors ensuite, cette Europe, elle crée des désirs d'adhésion. Alors elle s'est beaucoup élargie depuis la première petite Europe des 6, jusqu'à l'Europe actuelle des 27. Vous avez là les différentes étapes de l'élargissement. Bon, je n'y reviens pas, vous les connaissez. L'événement majeur ayant été, bien sûr, l'ouverture sur les pays d'Europe orientale anciennement communiste, seulement une douzaine d'années, une quinzaine d'années après la chute des régimes socialistes. Alors voilà un peu une belle carte qui montre cet agrandissement en plusieurs étapes. Le prochain étant donc en juillet, l'entrée de la Croatie, qui sera donc le 28e État membre. Alors j'ai fait le point sur les candidatures d'adhésion, parce que c'est un peu compliqué en fait. Vous avez donc actuellement 5 pays qui sont officiellement candidats. C'est-à-dire qu'ils ont déposé leur candidature. Cette candidature a été examinée sur son principe même par l'Union européenne, qui en a accepté le principe, et ensuite vous pouvez ouvrir des négociations. Et donc les négociations consistent à vérifier si vous respectez bien l'intégralité des règles de fonctionnement et des normes, par exemple, donc, qui sont à l'œuvre dans l'Union européenne. Alors j'ai mis la première date, c'est celle où la candidature a été acceptée. Donc on dit souvent que la Turquie est candidate depuis 1963, c'est faux. La Turquie était un État associé à partir de 1963. Mais sa candidature a été déposée dans les années 80 et elle a été acceptée donc sur son principe pour permettre d'ouvrir des négociations qu'en 1999. Mais vous voyez, c'est encore passé 6 ans entre le moment où la candidature a été acceptée sur son principe et l'ouverture des négociations. L'Islande, petite candidate surprise attirée par l'euro, sa monnaie s'effondre, étant en faillite. Voilà, ils vont chercher refuge dans une zone à la monnaie forte quand même. Et puis les 3 autres, leur candidature a été acceptée, mais ils n'ont pas encore ouvert de négociations. 3 petits États donc, de l'ancienne Yougoslavie. Et puis l'Albanie a déposé sa candidature, mais là, elle est encore loin du compte. Et puis 2 pays sont qualifiés par l'Union européenne unilatéralement de candidats potentiels, c'est-à-dire que l'Union européenne exprime officiellement que ces pays ont vocation à rejoindre l'Union européenne un jour. Mais ces États n'ont pas encore exprimé ce désir et n'ont pas encore déposé leur candidature. Alors, régulièrement, ces États font l'objet d'évaluations de leur progrès vers l'adhésion. Donc, je vous ai mis ici un extrait du rapport annuel de 2011 sur les progrès donc, de la Constitution européenne. Et donc, vous voyez, l'Albanie n'est toujours pas démocratique. Voilà, elle est encore loin de lutter contre la corruption. Même chose pour la Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est des pays, donc, pour l'instant, ils sont encore très loin de rentrer. Oui. Il y a des pays, notamment le Kosovo, certains pays de l'Union européenne ne reconnaissent oui, exactement, pas le Kosovo. oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, de toute façon, je veux dire, pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, il faut que la totalité des États membres de l'Union européenne soient d'accord. À partir du moment où l'Espagne, par exemple, ne reconnaît pas le Kosovo, ça ne risque pas d'arriver.
C'est quand même la première étape. Hein. Il n'y a même pas d'État, c'est même pas un État, le Kosovo, c'est occupé par les forces de l'Union européenne, c'est sous tutelle de l'Union européenne. Donc, effectivement, alors justement, je vous ai mis les règles qu'il faut, parce que je pense que ça vous intéresse. Hein. Donc j'ai mis le détail, là aussi, mais je ne vais pas développer un peu des différentes négociations, sachant que pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, il faut satisfaire les 35 chapitres. Il y a 35 chapitres. L'économie, l'éducation, les transports, la monnaie, tout ce que vous voulez, tout ce que fait l'Union européenne, les droits de l'homme, les droits des minorités, la démocratie, ainsi de suite. Donc voilà, on examine chapitre après chapitre. Et vous voyez que la Turquie, qui a entamé ses négociations en 2005, n'en est qu'au 12e chapitre. Elle a ouvert 12 chapitres. Elle ne les a même pas clos. Se clore le chapitre, ça veut dire que voilà, c'est bon, on va respecter les règles. Vous voyez, c'est un long chemin pour y arriver. Alors évidemment, c'est plus facile dans des pays comme l'Islande, qui appliquait déjà les 3/4 de l'acquis communautaire, c'est-à-dire tout ce qu'a fait l'Union européenne depuis l'origine, sans même avoir candidaté très tôt. Donc il est probable que l'Islande rentre avant la Turquie. C'est la Hongrie, monsieur. Je reviens. La Hongrie aujourd'hui. La Turquie ? La Hongrie. La Hongrie, oui, mais je vais venir par la Hongrie, si vous voulez, on peut dire un mot. Si vous respectez les textes, prévoient qu'un pays puisse être exclu. Alors, j'intervenais au Mans la semaine dernière avec une collègue qui a dit quelque chose de très juste, une collègue roumaine, qui a dit qu'on avait tiré les leçons de ce qu'on avait fait au moment où Jörg Haider, en Autriche, avait accédé au gouvernement en 99-2000. Et là, l'Union européenne avait été très ferme et avait lancé des injonctions qui avaient été en fait contre-productives, qui avaient braqué l'opinion autrichienne et ça avait plutôt fait monter Jörg Haider. Et donc là, pour la Hongrie, on est beaucoup plus prudent. En plus, c'est la Hongrie. Comme m'avait dit un collègue que j'avais rencontré à l'aéroport, j'allais en Hongrie, il m'avait dit « Oh, t'as intérêt à bien connaître le traité de Trianon. » Donc il faut voir ça quand même. Hein. C'est un État qui a beaucoup souffert sur le plan historique, un nationalisme important, un parti agrarien, nationaliste important. Donc voilà le contexte. Mais si jamais il poussait le bouchon trop loin, l'Union européenne peut exclure un État membre. Alors il n'y a qu'un seul territoire qui est sorti un jour de l'Union européenne, c'est le Danemark, le Groenland, le Groenland d'outre-mer, si je peux dire, au statut de territoire. D'ailleurs, il va bientôt accéder à l'indépendance. Et donc, ils sont sortis. Oui, vous avez une question, monsieur ? En Hongrie, dès que vous parlez français, on peut vous jeter le traité de Trianon à la figure sans précaution et il faut savoir répondre. Et répondre d'une certaine façon. C'est-à-dire écouter et dire oui, bon, bah. Surtout pas essayer d'avoir raison parce que. Voilà, et on va voir que justement l'Union européenne, elle poursuit une action, disons, on va dire, en faveur de la paix à travers son action quotidienne. Bon. Vous avez le détail là. Alors j'ai mis la carte. Hein. Donc on voit bien que le dernier morceau, c'est outre l'Albanie, mais bien l'ancienne Yougoslavie, puisque vous avez maintenant 7 États. Là où vous n'en aviez qu'un. Alors attention, là c'est une carte donc, de Wikipédia en anglais, parce qu'elle était plus à jour. Mais en vert adhésion possible, ça c'est le cartographe Wikipédia qui dit ça. Ça ne repose sur absolument rien d'officiel. Hein. Donc la carte elle est exacte pour tout ce qui est bleu, mais le vert, ça n'a pas de valeur ni officielle, ni prospective. Hein. Alors donc pour pouvoir rentrer, il faut être européen. Les textes disent tout État européen de rentrer dans l'Union européenne. Alors déjà la Turquie, certains disent la Turquie c'est pas en Europe, et on doit respecter donc les critères de Copenhague, donc vous les avez là, hein, ces critères, suivre la procédure. Hein. Et puis du coup il y a deux débats, un sur la capacité d'absorption. L'Union européenne est-elle assez riche pour intégrer 70 millions de Turcs, par exemple, hein. Et puis jusqu'où va l'Union européenne, hein. Et donc, question de la Turquie, bon voilà, alors l'opinion turque est très versatile, il y a des sondages qui montrent que 70% des Turcs sont favorables à l'entrée dans l'Union européenne, et puis pour peu que ça se passe mal, ça tombe à 30%. Mais tous les Turcs modernistes, on va dire, sont très européistes. Hein. En Turquie, être moderniste, laïque, etc., républicain, c'est être européophile. Hein. Vous voyez la caricature, bon. Alors du coup, ça pose la question des limites du continent européen. Bon, j'avais mis, vous voyez, dans le manuel de classe, les limites conventionnelles, puisque ce ne sont que des limites
conventionnelles, c'est les limites de l'Europe. Hein. Donc, vous voyez, là, du coup, évidemment, la Turquie, c'est clairement hors d'Europe. Hein. Mais il faut bien savoir que ce sont des limites conventionnelles. Les géographes le savent bien. Pour le lycée Cassini, hein, bon. Et vous voyez que des géographes allemands du XXe siècle, ou du XIXe siècle, ou du XVIIIe siècle, ou des Hollandais du XVIIe siècle, du XVIe siècle, ont choisi d'autres limites pour l'Europe. Donc, est-ce que la Russie, si la Russie pose sa candidature, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent une instrumentalisation de l'argument géographique, hein, notamment à l'adresse de la Turquie. Oui. Juste un petit point, parce que j'ai jamais trouvé la réponse, j'ai jamais vraiment beaucoup cherché. Les 3 nouveaux pays du Caucase, enfin l'ancienne République soviétique, elles sont dans l'Europe ou elles sont en Asie? Les 3 républiques du Caucase, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, elles sont en Europe ou elles sont ailleurs? D'après cette carte-là, elles sont plutôt dedans, oui, parce que si elles sont au nord du Caucase. Alors, vous voyez, la limite passe là, donc c'est pas une question facile que vous posez, parce que si la Chine du Caucase est là, donc vous en avez 2 qui sont en moitié en Europe, et un qui est clairement en Asie. Ouais. Donc, il n'y a pas de réponse vraiment très claire à votre question. Hein. Oui, là, la limite, elle est très... Elle passe au sud, pourquoi pas au nord. Je vous dis, c'est conventionnel, donc là, elles sont en Asie, d'après ces cartes-là, puisque certains font passer effectivement la limite, non pas sur le Caucase, mais au nord, dans les plaines, dans les steppes russes. Hein. Voilà, donc plutôt en Asie, mais voilà, chacun se fait son opinion en fonction des limites. Hein. Bon, ouais, moi sur la carte, vous voyez, j'ai 2 limites. Hein. Pour les élèves, je ne savais pas où faire passer la limite, donc j'ai montré qu'il y avait deux limites possibles. Hein. Et encore, le cartographe s'est un peu trompé, parce qu'il aurait dû faire passer la limite sur la ligne de crête. Hein. Donc plutôt en Asie. Hein, plutôt en Asie. Voilà, mais même l'oral, c'est pas une limite bien convaincante. Vous voyez, j'ai retrouvé une belle citation du recueil de poèmes d'Aragon. Vous voyez, c'est un massif ancien, une plaine est pleine. C'est pas ça. Vous savez que c'est Tatitchev, le géographe en titre de Pierre le Grand, qui avait dit bah, c'est l'oral, c'est la limite de l'Europe, et c'était pour que Pierre le Grand dise bien que la Russie appartenait à l'Europe, des Lumières, etc. Donc c'est du géomarketing, si on dirait en termes contemporains. Hein. Et les Turcs, eux, voilà, perçoivent bien qu'on leur envoie l'image d'asiatiques, turcophones, pays des gens qui sont venus de Mongolie, etc. Donc, caricature parue donc, dans un journal turc. Alors j'ai mis, être européen, c'est moins une question de géographie que de valeur. Évidemment, il faut être européen, hein, parce que le Maroc a présenté et parle de présenter sa candidature. On pourra toujours lui dire, vous n'êtes pas en Europe. Et Ceuta et Melilla, c'est pas en Europe non plus. Hein. Et par contre, il faut adhérer aux valeurs. Hein, les valeurs qui apparaissaient tout à l'heure, la paix, la démocratie, l'état de droit, le droit des minorités, le droit des femmes, etc. Ça, c'est les valeurs de l'Union européenne. Adhérer à l'Union européenne, c'est faire partie d'un espace de prospérité quand même relative, mais c'est surtout adhérer à ces valeurs. Hein. Et alors, la valeur, c'est d'abord la paix. C'est quand même 60 ans de succès de l'Union européenne, depuis la CECA, depuis la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Europe, c'est d'abord un projet qui consiste, et c'est inédit dans l'histoire, à faire la paix, non pas en construisant des murs, des barrières, des limaces, mais en ouvrant les frontières. Ça, c'est absolument une innovation fondamentale dans l'histoire du monde. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier? Vous le savez bien. On a d'abord choisi d'échanger des produits qui servent à faire la guerre, les produits stratégiques. Vendre du charbon aux Allemands, acheter le fer et l'acier des Allemands. Ça veut dire qu'on ne se ferait plus jamais la guerre, puisque le charbon, l'acier, le fer, ça sert à faire les bombes, les obus, les canons, les chars, les tanks. Donc c'était une façon de dire, la CECA en 1951, qu'on ne ferait plus la guerre entre la France et l'Allemagne. Et ma mère, qui a son âge, qui a plus de 80 ans, qui n'a pas fait d'études comme les dames de sa génération, je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens de la CECA? Elle m'a dit, mais oui, bien sûr. Ça a marqué l'opinion. Il y a eu des débats très forts. Il y avait les revanchards, il y avait le Parti communiste qui était contre, les gaullistes étaient contre. Donc les gens ont bien compris à l'époque que ouvrir les frontières et échanger des produits à intérêt militaire avec l'Allemagne, ça voulait dire la fin de la guerre. Et regardez les personnages là, ils sont hilars. Transport d'un train de charbon entre le Luxembourg et la France. Vous parlez d'un événement. Aujourd'hui, il y a 75 000, 72 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler au Luxembourg. Mais ces cheminots, ils ont bien compris que c'était la paix.
Vous voyez, c'est un train porte-drapeau. On ne se fera plus la guerre. Et donc ça, c'est le projet européen qui a quand même fonctionné et qui continue à fonctionner. Cette fonction continue. L'entrée de la Croatie était retardée à cause d'un conflit ridicule sur des questions de frontières maritimes, hein, dans la Baltique, entre la Croatie et la Slovénie. La Slovénie a opposé son veto, ne voulait pas reconnaître que cette partie-là était croate. Et donc la fonction pacifiante de l'Union européenne a fonctionné. La Croatie ne rentrerait pas dans l'Union européenne tant que cette question frontalière ne serait pas résolue. Et tant que la Croatie n'avait pas livré son criminel de guerre, de la guerre de l'ex-Yougoslavie, elle resterait à la porte. Parce que respecter l'état de droit et les règles de la guerre, et les règles... Donc, c'est aussi livrer ses criminels de guerre. Et la Serbie, là, on ne savait pas où il était, soi-disant le criminel de guerre. Du jour où le gouvernement a changé, on a trouvé le criminel de guerre. Il a été livré, il est en prison à La Haye pour l'instant, on attend d'être jugé par le tribunal pénal international. Et ça continue. La Turquie, tant que, comme actuellement, elle ne laisse pas circuler librement les citoyens, les bateaux, les avions dans Chypre Nord, elle restera à la porte de l'Union européenne le temps qu'il faudra. Libre circulation, c'est dans les principes, c'est dans les règles. Libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux et des personnes. Donc tant que Chypre Nord sera géré de cette façon-là par la Turquie attendra. Et vous avez une ville fantôme ici à la frontière, Famagusta, voilà, une ancienne station balnéaire dans le No Man's Land, qui est toujours à l'abandon. Donc cette fonction pacificatrice, on le dit aux jeunes, parce qu'ils ont l'impression que c'est une histoire de vieux. Non, la fonction pacificatrice, elle continue à s'exercer. Et aussi, par rapport au voisinage, vous avez un peu ça dans vos programmes, voisinage, voilà, la Biélorussie, faut-il coopérer ou pas coopérer avec la Biélorussie? C'est une femme dictature. Pour l'instant, les Biélorusses opposants disent qu'il faut plutôt coopérer. Et donc on fait de la coopération transfrontalière avec la Biélorussie. Ça fait un peu d'argent, ça fait un peu d'ouverture sur un espace démocratique, ça fait un peu évoluer, espère-t-on, la dictature biélorusse. Et puis, tous nos voisins n'aspirent pas à rentrer dans l'Union européenne, ils sont sur d'autres valeurs, d'autres modèles, militaristes, nationalistes, patriotiques. Donc vous voyez cette fameuse aussi, la Moldavie, je suis allé 2 fois en Moldavie. Et vous avez la Transnistrie qui est occupée par l'armée russe. Les Moldaves n'y vont pas. Là, c'est une minorité turcophone, mais là, c'est surtout, voilà, la Transnistrie, on est sûr que ce n'est pas l'Union européenne. Et si un jour la Moldavie veut rentrer dans l'Union européenne, il faudra bien résoudre la question de la Transnistrie. Donc la fonction pacifiante de l'Union européenne se poursuit. Alors, on a aussi des fonds pour préparer l'adhésion des futurs membres, qu'on appelle l'ISPA. Donc ça, c'est des fonds qui ont été dépensés entre 1995 et 1999, et on voit que des États qui n'étaient pas membres de l'Union européenne ont déjà bénéficié de fonds de l'Union européenne pour préparer leur entrée dans l'Union européenne. Parce que se mettre à niveau dans tous les domaines, ça prend beaucoup de temps, ça coûte de l'argent, ça demande des compétences. Et donc, il y a de l'argent qui est déjà dépensé par l'Union européenne pour commencer à s'y prendre, non pas du jour où ils rentrent dans l'Union européenne, mais bien longtemps avant. Et je vous ai mis les instruments, donc, qui ont été tous réunis dans un seul instrument. Donc, vous voyez, donc... Et puis les montants, par exemple pour 2011, donc on voit qu'on a versé 780 millions d'euros à la Turquie pour l'aider, la Serbie 200 millions déjà, pour les aider donc à préparer leur entrée dans l'Union européenne. Alors, dernier thème, un pôle majeur dans la mondialisation. Donc il y a trois thèmes au programme de première. Donc j'ai essayé de problématiser un petit peu ça. C'est un extrait du cours du CNED dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, pour les élèves, il me semblait que la problématique, c'était ça, des centres d'impulsion du monde. Voilà, montrer l'importance de la façade maritime de la rangée du Nord. Et puis la Méditerranée, c'est un bon exemple de relation avec le voisinage. Donc vous pourrez prendre le temps de le lire si ça vous intéresse. Alors, après, j'ai illustré donc, par un certain nombre de diapositives simples cette puissance économique de l'Union européenne et sa faiblesse, disons, peut-être dans d'autres domaines. Donc c'est le premier pôle commercial du monde. Voilà, l'Union européenne, vous voyez, c'est le principal pôle d'échange mondial, devant les États-Unis. Donc j'ai mis 1/5 des échanges planétaires, passe par l'Union européenne. Alors, si on regarde les exportations, donc voilà, c'est 17% des exportations du monde, soit plus que la Chine ou l'Amérique du Nord, 2,5 fois plus que le Japon. Voilà, c'est 2500 milliards d'euros d'exportation entre États membres. C'est énorme. C'est encore le double
des exportations de l'Union européenne vers le reste du monde. Ce qui montre bien l'intégration de l'espace communautaire. On l'exporte 2 fois plus vers nos voisins qu'on l'exporte dans un autre pays. Hein. Et donc, même chose pour les importations. Hein, donc, je vous ai mis les chiffres. Hein. La part dans les importations mondiales. Donc, 18% des importations mondiales, c'est plus que les États-Unis, plus que la Chine. J'ai mis les pays, les zones de pays d'où viennent ces importations et où vont ces exportations. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des pays, je l'ai mis en commentaire après, États-Unis, Chine, Russie, 3 principaux partenaires extérieurs. Hein. Mais il y a la Norvège et la Suisse qui jouent un rôle important, parce qu'on a un espace de libre-échange. La Turquie aussi, elle est déjà dans une union douanière, elle est déjà dans l'espace économique européen, la Turquie. Hein. Donc elle n'est pas dans l'Union européenne, mais sur le plan des affaires, elle y est déjà. Hein. Voilà, et puis bon, il y a des progrès évidemment comme ailleurs avec la Chine et les BRICS. C'est aussi un pôle mondial de services. Hein, voilà, un quart des échanges, 40% des échanges mondiaux de services. Hein. Donc j'ai donné des exemples parce que c'est un peu abstrait pour les élèves. Services d'entreprise, tourisme, transport. Hein. Voilà. Et puis, premier pôle mondial aussi pour les investissements directs, hein, les investisseurs étrangers. Bon, on a fait beaucoup de bruit à propos de ce PDG américain qui critiquait la France, etc. Mais vous voyez que la France, l'Union européenne, c'est quand même le principal pôle d'investissement. C'est là où les entreprises du monde investissent le plus. Hein. Et voilà, et ça, c'est des investissements de l'Union européenne vers le reste du monde. Donc on voit quelles sont les zones où on investit, beaucoup en Afrique du Nord, vous voyez, beaucoup au Proche-Orient, non pas beaucoup, pardon, beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup dans le reste de l'Europe. Voilà. Je vous ai mis les chiffres, hein, à la fois des investissements à l'extérieur et les investissements des pays qui investissent dans l'Union européenne. Voilà, donc vous avez tous les chiffres. Voilà, les investissements sortants. Hein, donc on investit surtout aux États-Unis. Les accords commerciaux qui sont signés hein, avec nos partenaires, donc pour démanteler progressivement les droits de douane, hein, pour favoriser le commerce. Donc on voit bien la ELE, on voit la Turquie. Hein. Et puis bon là, l'actualité aussi sur les négociations, on ne voit rien à l'écran. Bon. Et puis donc c'est aussi un carrefour de flux, l'Union européenne. Donc là vous avez à la fois les places financières, la capitalisation boursière et puis les déplacements aériens dans le monde. Donc on voit bien la triade là, que vous connaissez, là, elle est parfaitement illustrée, et notamment les échanges très intenses avec l'Amérique du Nord. Après, autres éléments qui peuvent être traités, ça peut plaire aux élèves, ça c'est les internautes. L'Union européenne, elle est aussi au cœur de la toile. Hein. Taux de pénétration, c'est-à-dire 65% des Européens qui surfent. Hein. C'est pas encore énorme, mais vous savez, en Europe centrale et orientale, c'est pas encore facile de surfer, il n'y a pas le haut débit partout, loin de là. Voilà, donc proportion des internautes du monde. 319 000 amis sur ma page Facebook potentielle. Aussi, destination touristique, hein, vous voyez, c'est le principal pôle touristique du monde. Hein, la France est le premier pays touristique du monde, mais à l'intérieur d'un espace qui est aussi le principal pôle d'arrivée des touristes étrangers. Et puis c'est un pôle migratoire aussi, hein, pôle de richesse, donc pôle migratoire. Donc là, une carte par anamorphose, on voit bien notamment l'Europe occidentale. Hein. Et puis, donc, je vous ai mis la part d'immigrants, il y en a à peu près 3 millions par an, dont 1 million qui viennent de pays autres que ceux de l'Union européenne. Donc sur les migrants, sur les 2 millions, donc là aussi c'est un exemple d'intégration de l'espace européen. Sur 3 millions de migrants, c'est 2 millions d'échanges entre États de l'Union européenne. Hein, qu'on ne penserait pas toujours dans notre imaginaire peut-être migratoire, et 1 million seulement, d'après les chiffres officiels, bon, c'est ce qu'on a, de pays tiers. Hein. Donc HDI, c'est le niveau de développement. Hein, donc vous voyez, on n'attire pas tellement d'immigrants de pays très pauvres, hein, forcément, parce que pour immigrer, il faut de l'argent, donc c'est plutôt des pays à niveau de vie moyen. Hein. Voilà, donc je vous ai mis les régions d'origine. Vous voyez beaucoup d'Europe, hein, puis d'Afrique. Afrique du Nord, beaucoup, pour les non-communautaires. Voilà, les pays. Donc, première nationalité en Europe d'étrangers vivant dans un autre pays, les Roumains, puis les Polonais, notamment en Grande-Bretagne, il y en a beaucoup, il y en a en Allemagne. Et puis extra-européens, les Turcs et les Marocains. Voilà, pays d'accueil, c'est le Luxembourg, forcément c'est le pays le plus riche qui accueille le plus d'immigrés, 1 tiers
les luxembourgeois sont des non-luxembourgeois. Hein. Malte, la Slovénie, la Suisse. Hein, on ne penserait pas à la Suisse qui était tardive à rentrer dans Schengen, mais vous voyez, un Suisse sur 5 est un immigré. Hein. Je suis allé dans une station de ski en été un jour en Suisse. Je me demandais où j'étais. Il n'y avait que des Noirs et des Indiens. Ils parlaient tous allemand. Hein. On se demandait où on était. Quoi. Voilà. Donc vous avez tout le détail des pays, hein, si ça vous intéresse, avec les pourcentages. Hein, donc les pays qui ont beaucoup d'étrangers, vous voyez, l'Estonie avec tous les Russes, la minorité russe. Hein. Luxembourg, 43% d'étrangers. Et puis les pays pauvres, évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'étrangers. Hein, la Pologne, 0,1%. Et puis une population intéressante, les étudiants. Donc ça, c'est, on a demandé aux étudiants, on a fait une enquête, dans quel pays aimeriez bien vous étudier? Aimeriez-vous bien étudier? Vous voyez l'attractivité de l'Europe. Hein, l'Europe attire les étudiants du monde. Et puis ça, c'est les flux effectifs, puisqu'on a une ancienne doctorante dans mon laboratoire qui a fait sa thèse là-dessus, hein, sur les étudiants, les migrations étudiantes entre la Bretagne et le reste du monde. Et on voit que l'essentiel des flux d'étudiants du monde sont des flux en Europe. Hein, c'est le principal espace d'échange migratoire du monde. Et nous, on a de plus en plus d'étudiants, évidemment, étrangers, européens et extra-européens. Alors bon, un des trois pôles de la triade, ça se voit bien pour le revenu, hein, donc on voit bien, là c'est clair, par anamorphose, surtout l'Europe de l'Ouest, hein, bien sûr, on l'a vu. Du coup, vous avez une pression très forte, hein, des discontinuités de niveau de PIB par habitant très fortes, donc qui vont se traduire par des pressions migratoires très fortes. Hein, parce que l'interprétation principale qu'on peut donner au flux migratoire, c'est la perspective de gain supérieure, et donc plus il y a un écart de revenus fort, plus la pression migratoire est forte. Hein. Vous voyez, vous avez encore cette opposition ouest-est qui est forte. Hein. Donc ça, c'est l'indice du développement humain. On voit bien qu'on est entouré de régions, évidemment, beaucoup moins développées. Et du coup, ça produit ce drame qui sont dans cette pression migratoire. Donc vous avez ces cartes célèbres hein, du monde diplomatique sur les camps d'internement, l'espace Schengen, vous voyez, qui est une ligne rouge, hein, c'est bien vu, parce que c'est vraiment une ligne rouge, hein, c'est vraiment une barrière. Parce que plus on est libre de circuler à l'intérieur, plus il faut contrôler la frontière externe, c'est logique. Hein. C'est la condition, la libre circulation à l'intérieur. Et on vous délivre, si vous êtes membre d'un pays tiers, on a eu un doctorant au laboratoire qui était ukrainien, on lui a délivré un visa Schengen. Et avec son visa Schengen, il pouvait circuler partout dans l'espace Schengen. Voilà, donc les causes de décès, là aussi, on voit bien des pressions dans la Méditerranée, puisque vous avez la question du voisinage. Des cartes terribles. Et très précises, hein, puisque c'est suivi très précisément par l'Union européenne. Mais la plus grande frontière Schengen, c'est chez nous. Hein. C'est la frontière Guyane, c'est la plus longue, Guyane-Brésil. Et notamment au Brésil et puis surtout Suriname aussi, il y a beaucoup de trafic et beaucoup d'immigration illégale très difficile à contrôler naturellement. Alors c'est aussi l'Union européenne le premier donateur du monde hein, pour l'aide au développement, c'est aussi un élément du rayonnement. Donc vous avez différents types de politiques de l'Union européenne, les zones où nous investissons. Et puis l'action humanitaire en cas de crise, je vous ai mis des exemples, hein, Fukushima, la crise libyenne en 2011 et la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique ont été les principaux lieux d'intervention de l'Union européenne sur le plan humanitaire. Et puis nous avons une politique de voisinage qui vise à stabiliser, hein, voyez, politique européenne de voisinage, c'est une politique officielle hein, qui vise à stabiliser notre voisinage pour éviter d'avoir des zones instables à nos portes, qui n'est pas bon, donc on essaie d'approfondir le processus démocratique et le processus de développement dans ces États. Donc voilà les espaces qui relèvent de la politique de voisinage, je ne sais pas si on voit, oui on voit quand même. Et puis nous avons aussi une politique d'intervention militaire plus restreinte évidemment par rapport aux États-Unis, mais vous voyez que nous avons 2800 soldats au Kosovo, hein, donc c'est un État qui est donc sous la protection, une sorte de protectorat européen, même chose en Bosnie-Herzégovine, qui est un État qui n'en est pas un pour l'instant non plus. Et puis nous avons une force d'intervention de plus en plus importante, même si elle reste modeste aussi par rapport aux États-Unis, hein, avec l'exemple donc de la lutte contre la piraterie en Somalie. Alors bien sûr, on a aussi des points faibles, même si le traité de Lisbonne a amélioré normalement les choses. Alors on a maintenant un président. Et puis on a une haute représentante pour les affaires étrangères. Alors je ne sais même plus si c'est encore elle, mais elle est tellement discrète.
Voilà, c'est le point faible de l'Union européenne. On n'a pas de politique extérieure parce que c'est encore un système intergouvernemental. Donc il faut que tous les États membres soient d'accord entre eux. C'est logique. Hein. Donc c'est très difficile d'avoir 27 acteurs unanimes. Donc vous voyez, pour la question du Mali, bon, l'Union européenne s'est refusée pour l'instant. Donc c'est certains États qui préfèrent aller soutenir l'intervention française au Mali, mais il n'y a pas eu d'intervention européenne. Et puis il y a une synthèse là, de la mondialisation. Donc vous voyez que nous sommes dans l'espace le plus mondialisé, le mieux inséré dans la mondialisation. Alors, vous voyez, c'est une carte américaine. Et je vous ai mis un peu les indicateurs qui sont à la base de cette carte. Donc il y a un indice économique, le commerce, les investissements, évidemment, on a vu qu'on est très bon. L'Internet, le téléphone, les voyages, les transferts de fonds. Voilà. Et puis le rayonnement par les organisations internationales. Vous voyez, donc on est l'espace le plus mondialisé du monde. Alors sur ces points-là, vous avez donc la tâche de l'Europe dans le monde, qui est très bien. Et puis vous en avez une version en anglais sur l'Internet, hein, que j'ai utilisée dans certains documents, donc vous les avez. Merci à vous.